Bonjour. Eh bien, je suis très heureux de présenter cette table ronde qui a pour thème recherche et imaginaire diversel. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la diversalité. C'est une notion philosophique, politique, culturelle qui a été élaborée par ceux qu'on appelle les penseurs et les penseuses de la créolité. Il y a par exemple un livre qui s'appelle Éloge de la créolité qui a été écrit par Barnabé, Confiant, Chamoiseau et dans lequel c'est élaboré. Et c'est un mot valise. C'est le mot qui en fait est proposé pour montrer la connexion intime entre la diversité et l'universalité. C'est une réflexion qui a été menée donc par des penseurs antillais, caraïbéens, qui prend la suite de tout ce qui avait déjà été élaboré politiquement et culturellement dans cette zone extrêmement riche, comme vous devez le savoir, du point de vue de la réflexion et de la création artistique. Les réflexions sur la négritude, par exemple, ont antérieurement aussi fait évoluer le débat. Et donc la diversalité, c'est destiné à dépasser deux positions qu'on présente parfois de façon dilemmatique, antagonistes, qui sont une revendication d'universalité qui serait en réalité impérialiste, qui serait centrée uniquement sur un seul foyer, celui de la science occidentale, par exemple, et qui dénierait toute forme d'originalité et de richesse de l'apport des autres cultures dans une représentation extrêmement stéréotypée de l'universel. Et de l'autre côté, il y aurait des représentations de la diversité culturaliste où les cultures seraient réduites à des identités closes sur elles-mêmes, séparées, éventuellement antagonistes, et cela paraît tout aussi réducteur. Non, la diversalité pense que l'universel a toujours eu et aura toujours différentes racines, et que dans le même temps, toutes les identités sont relationnelles et se jouent dans la mise en relation des différentes origines, mais aussi dans la mise en relation des différentes ouvertures des identités, à leur transformation, à leur dépassement par moment de certaines limitations, pour aller vers un universel plus ouvert, plus proche d'une mosaïque que d'un grand mur peint en blanc. Alors, du coup, ce thème-là, nous l'avons mobilisé pour essayer de le mettre en relation avec l'idée de recherche pas uniquement scientifique, mais de recherche aussi artistique, culturelle, peut-être personnelle et spirituelle aussi dans une certaine mesure. Et pour cela, nous tâcherons ensemble d'explorer les pistes, les bifurcations et les impasses que ce thème du rapprochement de recherche et diversalité nous propose. Et j'ai la chance pour aborder ce thème d'être accompagné par trois chercheuses, du coup, avec d'abord à ma droite Ayavi Lake. Bonjour. Pardon. Vous êtes né en 1980 à Dakar, vous avez passé votre jeunesse, vous êtes titulaire d'une maîtrise en information, communication interculturelle et d'un diplôme universitaire de francophonie, obtenu tous deux en France. Et ensuite, vous vous êtes installé au Québec. Vous avez écrit votre première nouvelle en 1994, à l'âge de 14 ans, qui a été publiée lors d'un concours de la francophonie. Et en 2020, votre roman Marabout, publié aux éditions VLB en 2019, est finaliste du prix Horizon Imaginaire 2020 et est en cours d'adaptation cinématographique. C'est fait maintenant ? C'est en cours. C'est toujours en cours. Et la même année, avec Résurgence, publié aux éditions Triptyque au collectif Futur, vous avez aussi obtenu un prix, c'est ça ? Non, pas avec celui-là, avec le Marabout. Avec le Marabout, d'accord. Alors moi, en ce qui concerne, j'ai commencé à lire, et je recommande à tout le monde votre livre Sarzen. Et j'espère qu'on aura le temps d'en discuter, d'en dire un mot. À votre droite, Mélodie Joseph. Bonjour.
Vous êtes né en Martinique et avez grandi à Saint-Martin. Vous habitez à Montréal depuis plusieurs années. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en communication. Vous avez rédigé un mémoire sur l'afrofuturisme et l'afroféminisme, deux thèmes qui me semblent il faudra qu'on aborde. En 2023, vous publiez un premier roman chez VLB Editors qui s'intitule La respiration du ciel. Il s'agit du premier tome de La Semeuse de vent, une série d'afro-fantasy qui comptera 4 volumes. Le tome 2, La chèvre noire, est paru en janvier 2024, donc tout récemment, et le tome 1 a récemment été réédité au format poche chez Gallimard dans la collection Folio Fantasy. Quant à moi, je recommande à tous votre chaîne YouTube où vous dispensez de précieux conseils d'écriture et partagez vos expériences de lectrice. Et puis, à votre droite, Fanny Monboisse. Alors vous êtes chercheuse ici de l'Institut Pasteur, et il faut quand même mentionner que l'intérêt d'aborder les thèmes que nous avons sur cette table ronde, c'est que l'Institut Pasteur, il est présent sur 4, 5 continents. Oui, 5. 5, en fait, donc l'Océanie aussi. Et vous avez passé votre doctorat à Strasbourg, Fanny, puis effectué un premier postdoc au NIH à Bethesda, dans un laboratoire où l'ensemble du personnel, y compris le responsable du labo, était d'origine asiatique, Chine, Taïwan, Corée. Puis un autre postdoctorat au Chili, où cette fois-ci tout le monde parlait espagnol. Voilà. C'est claro que si. C'est claro. Après avoir quitté la recherche purement académique, vous avez rejoint la cellule éthique, structure rattachée à la direction juridique de l'Institut Pasteur, où vous êtes la seule scientifique pur jus, on va dire, du service. Vos projets à l'international vous ont permis d'interagir avec des équipes à l'étranger, notamment en Afrique francophone. Vous nous parlerez peut-être des interactions avec des scientifiques à Dakar, des interactions avec des comités d'éthique nationaux d'Afrique francophone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, la RCA, Guinée. Voilà. Et j'espère que avec vous, on sera capable aussi de voyager et de faire un tour de ces horizons. J'aimerais aborder, si vous voulez bien, la discussion en vous posant à toutes les trois une question qui est transversale et qui porte justement un peu sur nos imaginaires d'origine. La question porte sur est-ce que chacune d'entre vous accepterait de partager avec nous des souvenirs d'enfance ? Comment perceviez-vous la science ou la recherche dans l'atmosphère de votre enfance? Était-ce avec révérence, indifférence, voire avec méfiance éventuellement? Est-ce qu'il y avait autour de vous des discours sur la médecine? Est-ce que le discours qu'on identifie comme celui prescripteur en France, d'un État qui se donne volontiers une image rationaliste aussi, est-ce que ça cohabitait avec d'autres narrations que celui de la médecine d'origine occidentale? Ou est-ce que peut-être suis-je simplement en train de balayer des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être, mais en tout cas, ça m'intéresserait d'avoir votre témoignage. Qui veut commencer? Mélodie, c'est vous dont l'enfance est la plus proche, je dirais. Oui, je veux bien commencer. Donc moi, comme vous l'avez dit, j'ai grandi donc à Saint-Martin. Mais je suis née d'une famille martiniquaise, donc mes 2 parents sont martiniquais, toute ma famille est étendue en Martinique. Donc je dirais que ça a eu une influence sur la perception que j'ai eue de la médecine lorsque j'étais plus jeune. Tout ce qui est recherche, les chercheurs, c'était vraiment, des personnes très intelligentes qu'on admirait beaucoup dans ma famille. Donc quelque chose d'un peu inaccessible aussi, qu'on ne comprend pas vraiment, la science, la recherche. Mais en même temps, il y avait 2 côtés. Donc le côté, on admire beaucoup les chercheurs et la recherche. Et de l'autre côté, tout ce qui est plus médecine de première ligne, c'est avec un peu plus de méfiance. Donc dans ma famille, c'est beaucoup, on se soigne beaucoup par les plantes du jardin, donc les jardins créoles, etc.
Donc, lorsque je suis arrivée au Québec, l'une des premières choses que mes parents m'ont demandé, c'est est-ce que là-bas ils ont du gros thym ou encore cette plante qu'on appelle le doliprane en Martinique. C'est pas vraiment du doliprane, mais c'est la manière qu'on l'appelle et c'est un petit peu les mêmes. On l'utilise aussi lorsqu'on a des grippes, des choses comme ça. Donc, c'est lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais malade, des petites grippes, ce genre de choses, les premières choses qu'on me donnait, c'était finalement donc la médecine traditionnelle, les plantes. Donc il y avait ce côté, c'est ça, les deux côtés, beaucoup d'admiration, mais en même temps un petit peu de la méfiance. Cette idée qu'il y a un peu trop de surmédicalisation d'une certaine manière, donc c'est de fuir un petit peu, pas trop prendre trop de médicaments, seulement quand on est très très malade, mais sinon quand c'est juste des petites grippes, ce genre de choses, on peut soigner avec un petit punch et puis un verre de tisane, gros thym. Donc il y avait ce côté-là, oui. Et tu as évoqué en fait deux phases du coup de la médecine, il y a une sorte de polarité. J'ai envie de creuser un peu. Est-ce que cette polarité recoupait quelque chose de la polarité sexuelle? Est-ce que le chercheur c'était un homme blanc, en blouse blanche avec des cheveux sans doute blancs aussi, et la personne qui soigne à la maison, une dame, et voilà, et peut-être noire et peut-être avec des cheveux crépus. Bon, est-ce que c'est trop forcer le trait? Oui, c'est un petit peu trop forcer le trait. Peut-être l'image du chercheur, effectivement, plus un homme blanc, mais pour la médecine plus traditionnelle, c'est tous les membres de la famille. Donc, il n'y a pas vraiment d'image précise. D'accord, merci. Est-ce que tu veux enchaîner? Oui, moi au Sénégal, j'ai grandi. Mon père est géographe, chercheur, donc cartographe. Donc, dans ce sens-là, la recherche. Puis moi-même, je suis enseignante. Je pense que je l'ai pris de mon père. Mon père m'a beaucoup encouragée. Donc, un peu comme Mélodie, on se soignait, on allait voir le médecin, mais il y avait toujours le côté traditionnel. Mais dans le sens au Sénégal, on a les moines de Kër Moussa qui s'occupe beaucoup des plantes, donc on allait beaucoup chercher les plantes à ce niveau-là. Mais j'avoue que, je sais que la question c'est par rapport à l'enfance, moi c'est en grandissant que j'ai éprouvé pas une réticence, mais une espèce de méfiance par rapport à ce monde, à ce système de santé. Et hier, c'est très intéressant parce qu'il y avait la table ronde sur les vaccins et ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue de ces Suds dont on parlait tout à l'heure, parce que je sais, on en parlait avec Mélodie, que quand la Covid est arrivée, mon WhatsApp familial, c'était les messages qui s'échangeaient entre le Sénégal, Paris, Montréal, ne va pas te vacciner, ils veulent nous éradiquer, ils veulent nous tuer. Donc il y a quand même il y a quelque chose, et c'est pas du tout de la théorie du complot, c'est que ça remonte à tout le système colonial, ça remonte à une histoire. Donc je pense que il y a toujours cette méfiance là de savoir d'où ça vient, par qui c'est diffusé, puis c'est quoi le but de tout ça, au-delà de la théorie de juste guérir. Je me souviens, avant même la crise de la Covid, elle présente parfois des épisodes comme ça, où on voit l'importance des situations géopolitiques dans la relation à la médecine, puisqu'on avait, par exemple en Guyane, une population qui était globalement méfiante et rétive par rapport aux campagnes de vaccination, mais qu'on avait venu du Brésil où il y avait réellement une politique de caste et de caste raciale qui privait en fait les populations pauvres de tout accès au vaccin. On avait un afflux de gens du Brésil qui venaient du côté français pour bénéficier de la campagne et dans les deux cas, on voit bien une sorte de complication culturelle et politique, et que c'est pas du tout simplement une relation rationnelle qu'on entretient bien évidemment avec la médecine. Mais je voulais dire quelque chose d'encore plus qui m'avait frappé et qui était encore plus dur que ce que tu as rapporté comme méfiance, c'est que je me souviens qu'avant même la crise de la Covid, quand je voyageais dans les transports en commun, dans le RER, vers le nord notamment, j'entendais des discussions de gens qui travaillent dans l'entretien, dans éventuellement des boueurs d'immigrés maliens. Et eux, leur discussion, c'était sur le fait que quand on va prendre sa retraite et retourner au pays, il faut pas aller à la séance qui est proposée par la Sécurité sociale et qui est de médecine du travail, parce que les gens vont te faire une piqûre et ensuite tu rentres au pays et tu meurs 6 mois après.
Donc il y a vraiment il y a une caractéristique très particulière. On est en train de jouer avec notre vie, avec notre mort, et toutes les choses héritées et les hantises héritées en effet de l'histoire coloniale se reflètent par moments et se diffractent dans ces narratifs. Oui, et puis je trouve que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une source inépuisable pour, en tout cas moi en tant qu'autrice là, Ouais. c'est qui observe tout ça depuis Montréal, mais qui suit du Sud évidemment, qui suit originaire du Sud. C'est passionnant, c'est inépuisable c'est une source d'inspiration inépuisable parce que c'est absolument pas manichéen, c'est pas ils ont raison, ils ont tort, c'est tout un imaginaire qui a été construit, c'est passionnant. Oui, dans ton roman La Sarzaine, une des choses qui est frappante, c'est quand l'héroïne, qui est donc originaire du Sénégal, mais qui vit comme toi à Montréal, retourne dans le pays, elle est immédiatement replongée dans un univers où la magie existe. Non pas qu'on puisse non pas que la magie existe comme présence du surnaturel, mais que dès qu'il y a des événements, et des événements en particulier qui ont un rapport avec la santé, ils vont être immédiatement rapportés à une causalité qui a un rapport avec le maraboutage, avec la sorcellerie, avec l'empoisonnement, c'est inévitable. Quand il nous arrive des choses en Afrique, forcément, une des explications, c'est que quelqu'un nous veut du mal. Alors, je ne peux pas généraliser en Afrique, il y a 54 pays. Excuse-moi. Non, mais c'est correct. Moi, je viens du Sénégal, donc je vais parler de la petite zone que je connais du Sénégal, Dakar, connais pas donc plus. c'est encore plus restreint. Je sais qu'à Dakar, où j'ai grandi, c'est très, on a cette dualité-là, oui, à savoir qu'il y a des choses qui sont explicables, très rationnelles, et il y a des choses qui ne sont pas rationnelles, et c'est parfait. On peut pas tout expliquer dans la vie, puis c'est magnifique. Ah, mais c'est un système sémantique auquel on n'échappe pas, c'est ça qui est rigolo. Bon. Alors, Fanny, donc là on rentre dans l'exotisme. Alors, toi, où as-tu grandi Un autre type d'exotisme, donc j'ai grandi dans le Cantal, dans une petite ville, petit village, et là aussi pareil, nous j'avais pas dans ma famille de chercheurs ni de médecins, donc c'était une admiration totale pour la recherche. Je pensais aussi que c'était inaccessible, c'était pas quelque chose de possible, et il y avait beaucoup de respect aussi pour la recherche et pour la médecine, donc on suivait beaucoup les recommandations, mais ça n'empêchait pas aussi d'avoir quand même le guérisseur au cas où vous aviez des brûlures, si vous brûliez, ou au niveau des verrues. Donc moi j'ai déjà été quand ça marchait pas, voilà. Il y a aussi qui existe aussi ce type de médecine alternative, et qui n'est pas forcément que dans des endroits où nous on pense que c'est exotique, mais ça existait là. Ah, mais c'est très exotique, parce que moi je suis né sur le continent africain, mais j'allais tous les étés dans la même région, en Auvergne, et j'ai eu des verrues. Et on m'a emmené voir le rebouteux. Alors moi, il m'a frotté avec du gros sel. Et ça m'a paru largement plus exotique et incroyable et voilà, peu crédible que mes expériences en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Je me suis dit, mais d'où ça sort? Nous, c'était par magnétisme. Mais ça a marché, mais alors on ne sait pas. Toi, ça a marché? Mais il aurait fallu faire un contrôle négatif et augmenter les Non, pas du tout. Je veux dire, mon incrédulité dans ce cas-là a certainement entravé l'effet placebo d'une façon... voilà, ça pouvait pas marcher. J'ai vu ce monsieur, vraiment, je me demandais qu'est-ce que je foutais là, et ça avait pas de sens. C'est-à-dire, c'était pas entourant. Voilà, je trouvais que c'est... Alors que bon, j'imagine que peut-être... si j'avais grandi sur place, peut-être que ça aurait marché. Voilà. Alors j'aimerais maintenant justement approfondir un peu avec chacune d'entre vous. Dans quel ordre j'avais prévu de vous interroger? On recommence avec toi, Mélodie, si tu veux bien. C'est la question qui me paraît super intéressante dans la relation que nous avons aux imaginaires, à la pensée du futur, à la pensée de la science. C'est un thème qui d'ailleurs parfois fait des questions qui fâchent et des questions fâchées. C'est l'afrofuturisme. Mais j'aimerais que toi, tu nous donnes ta définition de l'afrofuturisme, et puis ensuite, que tu nous expliques ce que tu en penses, si tu le pratiques, voilà. Alors, je ne pratique pas l'afrofuturisme, donc mon roman La Semeuse de vent, je dirais plutôt que c'est de l'afrofantasy. Mais pour pouvoir parler d'afrofantasy, je vais commencer par expliquer un petit peu ma définition donc, de l'afrofuturisme. Donc l'afrofuturisme, faut le voir plus comme un courant artistique que comme un genre littéraire,
parce que c'est un courant qui a émergé vraiment dans la sphère des penseurs universitaires et aussi la sphère des artistes indépendants afro-américains. Donc, il peut y avoir de la musique afrofuturiste, il peut y avoir des livres afrofuturistes, du cinéma afrofuturiste, ça traverse tous les courants, tous les arts finalement. Et il y a 2 volets à l'afrofuturisme. Donc, le premier volet, c'est dans l'afrofuturisme, il y a cette idée de reprendre le contrôle des archives historiques. Et quand j'utilise le terme archive historique, je cite Kodo Eshun, qui est justement l'un des penseurs qui a un peu défini l'afrofuturisme. Donc, c'est cette idée qu'avec l'afrofuturisme, on veut regarder l'histoire, mais du point de vue des afrodescendants. Donc, et notamment l'histoire de l'esclavage. Donc, c'est cette idée de vouloir reprendre le contrôle, raconter l'histoire, mais du point de vue des afrodescendants. Et le deuxième volet de l'afrofuturisme, c'est à partir de cette histoire, d'imaginer le futur. Donc, de se projeter dans un futur qui mettrait les afrodescendants, les cultures des afrodescendants au centre de ce futur. Et quand j'utilise aussi le terme afrodescendant, je parle ici des cultures africaines, aussi afro-caribéennes et afro-américaines. Même si l'afrofuturisme en soi, c'est un courant artistique qui est né aux États-Unis dans les sphères, c'est ça, des penseurs et des artistes afro-américains. Même si maintenant, certains artistes africains se le sont appropriés, d'autres auteurs, artistes caribéens se sont appropriés aussi, même s'il existe des auteurs qui préfèrent s'éloigner parce qu'ils considèrent que ce qu'ils font ne correspond pas à cette idée donc originale de l'afrofuturisme. Mais à la base, c'est né donc aux États-Unis. Il y a donc tu as une définition très ouverte de l'afrofuturisme. Voilà. Des fois, j'ai entendu des choses plus quasiment contractuelles, avec l'idée que l'afrofuturisme, bon, c'est des romans, comme tu l'as dit, qui présentent des visions du futur ou des protagonistes à la peau noire, ou afrodescendants plus exactement, parce qu'ils peuvent être des Kalazaza et ça peut ne pas se voir éventuellement, mais voilà, afrodescendants sont mis en avant, mais après il y a des gens qui rajoutent que tous les personnages négatifs dans ce cas-là doivent être justement pas afrodescendants, et beaucoup de gens insistent aussi sur le fait que ça doit être écrit par des gens qui sont afrodescendants. Moi, il y a un roman qui m'avait beaucoup impressionné, c'est La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Et dans ce roman, on est dans la science-fiction, on est à un moment donné où dans un empire galactique, il y a une planète qui a été détectée, et il y a un ambassadeur qui va pour voir si cette planète est capable d'intégrer la fédération démocratique des autres planètes civilisées. Et il y a plein d'histoires, c'est un roman passionnant à plein de rapports, mais il arrive, et à un moment donné, vers la page 200, il va se raser. Et donc cet explorateur, voilà, il se rase, et la phrase est « et le rasoir passa doucement sur sa peau noire », et d'un seul coup, pour moi, et je pense en fait pour quasiment tous les lecteurs d'Ursula Le Guin qui ont été touchés au début, il y a quelque chose, mais pourquoi je m'imaginais que la personne était blanche ? Voilà, pourquoi le protagoniste, forcément, dans une histoire de science-fiction, pourquoi voilà, qui va découvrir des extraterrestres, tout ça, je m'imaginais comme un homme blanc. Alors bon, voilà. Et donc ça, Ursula Le Guin fait un effet de déconstruction de nos projections, et qui est vraiment extraordinaire. Et pour autant, on pourrait pas le ranger dans l'afrofuturisme si elle n'était pas afrodescendante. C'est ça qui m'a été une fois expliqué. J'ai aucune besoin, parce que moi, il peut y avoir des très bons romans afrofuturistes et de très bonnes choses qui sont pas afrofuturistes. C'est pas l'important. Mais il y avait ce côté identitaire qui était dans la définition. Et pour toi, c'est pas très important. C'est quand même important, oui, dans l'afro, parce que c'est justement le premier volet, cette idée de raconter l'histoire du point de vue des afrodescendants. Ouais. C'est très important à l'afrofuturisme. C'est un peu les fondations finalement du genre. Donc il doit y avoir cette recontextualisation de l'histoire. On doit réanalyser l'histoire, et ça doit être un point de vue particulier, donc le point de vue des afrodescendants. L'autre chose par rapport à l'afrofuturisme, c'est qu'à la base de l'afrofuturisme, il y avait aussi beaucoup de revendications politiques associées à ce genre. Donc il y a tout aussi l'aspect politique du courant artistique, et aussi tout l'aspect politique, finalement, qui peut pas être séparé
de l'afrofuturisme. L'afrofuturisme ne peut pas simplement être une sorte de science-fiction. C'est très spécifique. Alors que l'afro-fantasy dont je parlais plus tôt, c'est plutôt un genre littéraire, même si maintenant on peut aussi dire que c'est un genre cinématographique, puisqu'il y a beaucoup d'adaptations cinématographiques qui vont être faites ou qui ont été faites, des romans qui sont sortis récemment. Et c'est quelque chose de plus récent. Donc l'afrofuturisme, ça a une histoire beaucoup plus longue. Le terme afrofuturisme a émergé pour la première fois dans les années 90, 1993, si je ne me trompe pas, de Mark Derry, un journaliste américain. C'est lui qui a parlé pour la première fois d'afrofuturisme, même s'il existait déjà auparavant des œuvres qui ressemblaient à l'afrofuturisme. Donc quand il a écrit son article, il a parlé d'afrofuturisme, il a cité des œuvres qui existaient déjà. Mais l'afro-fantasy, en soi, ça a émergé plutôt en 2000-2010, avec des ouvrages qui cherchaient plutôt à écrire la fantasy, mais en s'inspirant de cultures et de mythologies appartenant au peuple des afrodescendants. Donc il y a moins ce côté politique associé à l'afro-fantasy qu'à l'afrofuturisme. Oui, si vous voulez intervenir, vous pouvez à tout moment intervenir, on est d'accord, hein, parce que je trouve ça passionnant, donc je continue, mais il faut pas monopoliser la parole non plus. Par exemple, un film comme Black Panther, il n'est pas forcément considéré comme afrofuturiste, parce que l'un des antagonistes est justement le radical, le noir qui va trop loin. Hein, qui est voilà, et donc un autre film comme Sorry If I Bother You, qui est sur Netflix, je crois. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Lui correspond dans la définition et dans la matrice de représentation des personnages davantage, parce que la radicalité est assumée, et puis parce que le personnage qu'on trouvait aussi dans les films de Blaxploitation, le Diable Blanc, est bien aussi au centre comme antagoniste, comme Némésis. Donc dans Black Panther, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que des personnes qui ont participé donc à la production du film ont déclaré que c'était de l'afrofuturisme, surtout des personnes qui ont été dans les décors et les costumes. Ouais. Je crois me souvenir, c'est ces personnes-là qui ont parlé d'afrofuturisme, et justement, Black Panther a popularisé un peu le terme afrofuturisme qui avant était plutôt connu dans les sphères universitaires. Et à partir de Black Panther, ça s'est diffusé un petit peu plus et les gens ont commencé à plus en parler dans la culture populaire. Mais il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'encre à couler au sujet justement du fait que l'antagoniste principal, donc dans Black Panther, a des idées considérées comme radicales. Donc c'est un peu le Malcolm X versus Martin Luther King, oui, c'est ça dans Black Panther. Donc après, est-ce que le film lui-même c'est l'afrofuturisme? Je dirais que ça dépend de la perception des gens. Moi, je considère que c'est l'afrofuturisme simplement par rapport au côté artistique et au fait que justement il y a quand même des questions politiques dans le débat même du film lui-même. Et, même s'il y a des personnes qui diront que c'est pas de l'afrofuturisme parce que c'est une production Marvel aussi et que l'antagoniste donc non, c'est la personne qui a la personne politique finalement dans le film qui apporte des idées politiques radicales. C'est l'antagoniste dans le film. Ouais. Écoute, on reviendra peut-être sur l'afro-fantasy parce qu'il me semble que c'est une représentation merveilleuse de la problématique de la diversalité. Mais je voudrais aussi qu'on donne tout de suite, enfin, à chacune la chance de développer un peu les thèmes qui la concernent. Avi, qu'est-ce que j'avais sur Avi, moi en fait je voulais revenir sur la sarzen, parce que la sarzen c'est un mot breton, voilà, qui s'inspire en fait de sarrasin comme sarrazine comme nom et qui désigne l'étrangère et qui a été approprié, acculturé au point où en fait ça désigne les mégalithes, si j'ai bien compris, dans ce comme s'ils étaient justement des étrangers. Et cette figure de l'étrangère, c'est une figure très importante, il me semble, dans la culture, une sorte d'archétype, l'archétype de la personne qui va toujours être plus scrutée, plus soupçonnée, mais aussi qui est celle justement qui apporte une fécondité nouvelle à une situation. Alors, la sarzen, ce titre m'a été inspiré par, vous avez parlé de tout l'historique, mais beaucoup aussi par Gérald Godin, qui est un poète québécois
que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert quand je suis arrivée au Québec, et qui désignait ainsi les immigrants, donc ceux qui sont arrivés et qui se sont installés au Québec après la Nouvelle-France, etc. Et c'est intéressant parce que quand vous m'avez envoyé les questions, il y avait la différence pour moi entre l'étranger et l'autre. Pour moi, c'est la Sarzenne, oui, ça désigne l'étranger, mais la Sarzenne, je la considère pas du tout dans mon roman comme une étrangère, mais plutôt comme l'autre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une immigrante de deuxième génération. En tout cas, au Québec, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on m'appelle. Moi, je suis une immigrante de deuxième génération. Et elle a ce statut d'autre, de la même façon qu'on peut avoir un statut de l'autre dans une famille. Hein. Dans une famille, il y a toujours l'étrange qui mange pas comme les autres, qui se comporte pas comme les autres. Donc c'est un peu comme ça que je vois la Sarzenne, c'est-à-dire qu'elle elle n'est pas étrangère à son propre pays, qui est le Québec, mais elle apporte véritablement autre chose. Et cette autre chose-là, c'est en ce sens que ça rejoint la diversité dont on parlait tout à l'heure. C'est une jeune fille qui se retrouve au Québec et qui réalise, en tout cas qui comprend ou qui met les mots sur le fait que son père est polygame et que sa mère est une féministe convaincue. Bon, ok. Puis elle se réveille avec cet univers-là et donc elle décide de retourner au Sénégal pour mieux comprendre d'où elle vient, ses origines. Et surtout, elle réalise que ce n'est pas parce que, puisque je vais dire, je pèse vraiment mes mots, ce n'est pas parce que sa mère est dans un foyer polygame qu'elle n'est pas féministe. Parce que le féminisme ne se définit pas comme certaines féministes occidentales ont voulu le définir à un moment donné, juste par le fait d'être dans un foyer polygame ou pas. Bon, bref, etc. Il y a tout un débat autour de ça, mais je fais tout ce tour pour dire que, pour moi, la Sarzenne, elle est autre, mais elle n'est pas étrangère. Moi, je suis autre au Québec et j'assume cette altérité, mais je ne suis certainement pas étrangère. Merci. Si, mais j'ai déjà envie de faire des parallèles, enfin des relations, mais je vais passer à Fanny. Alors, Fanny, d'abord, ce serait peut-être une question ouverte, c'est de dire, est-ce que tu as, parmi toutes les expériences que tu as faites, justement, de travail et de recherche dans des contextes différents, est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus frappé par, justement, des points de contact avec la culture dans laquelle tu étais immergé? Ça, c'est une chose. Et la deuxième, ça vient du fait que tu as travaillé sur des membranes cytoplasmiques. Et la membrane, c'est une image, enfin, c'est une sorte de symbole en philosophie des sciences, pour les philosophes. Peut-être pas pour les scientifiques eux-mêmes, mais pour les philosophes, c'est quasiment justement la façon de réfléchir au fait que dans le vivant, il y a des altérités qui n'existent pas dans le physique. Dans le physique, il y a l'intérieur et l'extérieur. On compte par deux, on va dire, de façon binaire, alors que dans le vivant, pour le philosophe, ben justement, il y a la membrane, il y a de l'intérieur et de l'extérieur, mais il y a cette chose très très importante qui est la membrane et qui fait l'interface, mais une sorte de travail pour créer un intérieur très particulier et une extériorité aussi différente, une relation différente à l'extériorité. Et c'est sur ces deux dimensions en fait que j'avais envie de te questionner des expériences. Et as-tu eu l'impression d'être une membrane? Oula. Alors, dans des conditions où j'ai senti vraiment une différence au niveau culturel, où c'était quand je travaillais au Chili ou avec mes collègues chinois, où c'était plus là de l'ordre de l'interaction personnelle, comment on interagit avec les gens, comment au Chili, je sais que c'est complet, on peut pas directement dire les choses, il faut passer par tout un tas de façons d'aborder les problématiques. Mes collègues chinois avaient d'autres approches aussi de la relation, mais dans le travail, on était tous, enfin, je me sentais pas du tout en décalage en fait. Par contre, je me suis plus sentie en décalage dans le travail, et là c'est pas pour offenser mes collègues, mais c'est plutôt au niveau, quand je suis rentrée au niveau avait travaillé avec des juristes, parce qu'en fait c'est une formation qui est totalement une façon différente d'aborder le travail. L'écrit est très important, très précis, et là je me suis plus sentie, ou là au niveau du travail je me suis dit c'était un peu plus compliqué à aborder au début, c'était vraiment notre monde en fait. Je me suis aussi sentie, j'ai eu aussi une expérience de terrain au Sénégal, peut-être on pourra en reparler, où nous on cherche aussi au niveau de la cellule éthique à essayer d'améliorer l'information aux participants aux recherches, parce qu'en théorie l'objectif c'est d'avoir un consentement libre et éclairé. Donc le consentement éclairé, vous devez parler de problématiques de recherche,
complexes, avec du vocabulaire médical et biologique et de recherche complexe, et puis du vocabulaire juridique, parce qu'il y a aussi les droits des participants. Et donc, on essaye de trouver des alternatives, et on est allé... donc, on essaye de faire ça en France, avec des volontaires de participants en recherche, et on a fait ça avec des collègues à Dakar qui avaient aussi cette problématique-là. Donc, on est allé dans des villages près de la Gambie, et on parlait... L'idée, c'était comment construire avec des populations qui, certaines ne savaient pas lire, en fait, comment construire un message différent d'une information où c'est vraiment le chercheur qui arrive, qui donne ses notices d'information, complexes à lire, et qui est un message descendant. Et on essayait de co-construire en fait le message avec eux. Et en fait, vraiment en faisant des petits focus group avec différentes, en essayant de creuser les thématiques, en essayant des manipulations d'objets, en essayant des jeux de rôle, on a réussi à construire un message qui, à la base, c'est un peu compliqué, mais on arrivait, et eux-mêmes nous donnaient des idées de métaphores que eux ils s'appropriaient par rapport à leur référentiel. Donc là, c'est là où je me suis retrouvée vraiment, où je me suis dit, là, je suis dans un contexte totalement exotique pour moi et différent et très très stimulant, c'est quand on est allé voir aussi le chef du village, parce qu'en fait, quand on fait des recherches, quel que soit l'endroit, on va aussi au niveau des autorités, donc en France, partout. Et là, on est allé voir, on a eu une discussion très intéressante avec le chef du village, on l'expliquait, ben voilà, avec ma collègue de Dakar, et puis mon autre collègue qui fait de l'illustration et de la littératie en santé, comment, voilà, notre projet. Et il trouvait ça super. Il nous disait, mais en fait, la recherche, c'est fondamental, il faut développer la recherche pour nous. Et on s'est retrouvés voilà, dans la cour de ce chef du village avec ses femmes, plusieurs enfants et tout. Et on parlait de ça, et là, je me suis sentie, waouh, là, c'est vraiment une différence où j'ai trouvé ça très, très enrichissant, en fait. Et on venait de mondes vraiment très différents, mais on parlait de l'idée de faire avancer les recherches et d'améliorer l'information aux participants, d'améliorer aussi le droit des participants. Donc c'était ça les deux différences. Alors au niveau de la membrane, j'ai essayé de réfléchir, j'ai même demandé à mes collègues biologistes. Donc la membrane à la base, plutôt, je suis biologiste cellulaire et je travaillais sur la communication intracellulaire. Et donc l'idée de la membrane à la base, c'est plus quelque chose qui va protéger, qui va faire... un mur entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Et petit à petit, c'est devenu plutôt une mosaïque fluide, ils appellent ça, avec tout un tas de protéines, d'acteurs, et ça a plus maintenant un rôle aussi informationnel, communicationnel, et d'interaction de manière chimique, électrique, ça dépend des types de cellules, vraiment différentes. Et là, j'avoue que du coup, je rebondis, je demande à mes collègues littéraires comment vous voyez une espèce de mosaïque fluide qui, en fait, n'est pas spécialement une protection, mais une interaction, une zone d'interaction assez flexible et dynamique, très, très dynamique, entre la science et la fiction, qui pourrait être ça, un lien entre la science et la société. Et je vous laisse du coup la parole. Je m'échappe de la question qui me paraît un peu trop philosophique pour moi. Ah, mais je crois qu'en fait, en matière d'afro-fantasy ou même de réflexion sur le rapport avec les mots, la littérature, les métaphores, voilà, tes interlocutrices vont très certainement être capables de répondre sur ça, sur qu'est-ce que c'est qu'une mosaïque fluide d'interaction. Je ne sais pas, mais je trouve très intéressante la question de la membrane, dans le sens où je trouve que c'est une belle image pour parler un peu de... Tout à l'heure, on parlait du personnage La Sarzène. Dans Le Marabout, qui est le premier le livre que j'ai écrit, je m'excuse, ça gratte la gorge. Hein. Dans le premier livre, Le Marabout, que j'ai écrit, je parle d'un quartier de Parc Extension de Montréal qui s'appelle Parc Extension, que je vois, mais l'image me vient tout de suite parce que tu en parlais, Fanny, comme une membrane, dans le sens où c'est un des quartiers les plus multiethniques de Montréal et qui a souvent mauvaise presse parce que il y a beaucoup d'immigrants, par son histoire. Et la façon dont je l'ai décrit, c'est que les personnages, c'est un peu un roman à nouvelles. Les personnages reviennent à travers le livre, on les retrouve, mais en même temps, chaque histoire peut se lire séparément. Et les personnages communiquent entre eux. Donc, mettons le policier qu'on retrouve dans la première nouvelle, on va le retrouver dans la nouvelle 4, mais sous une autre forme. Puis j'englobe tout ça de ce qu'on appelle un peu le réalisme magique, qui est une autre branche de l'imaginaire, dont je ne suis pas du tout dans l'afrofuturisme. Mais pour moi, c'est ça ici, la membrane, c'est cette espèce de communication entre les différents personnages qui, eux, vont former le tout de Parc Extension, qui est tellement
qui est tellement différent, mais en même temps qui je sais pas où je m'en vais avec tout ça, mais voilà, c'était une tentative pour la membrane. Merci. Je ne sais pas trop non plus. Si je vois les interactions entre la fiction, c'est sûr qu'il y a des interactions entre la science et finalement la science-fiction. On en parlait un petit peu hier aussi, que finalement on peut avoir l'impression que l'un s'inspire de l'autre, que l'autre s'inspire de l'autre. Donc il y a comme ces interactions. Je pense aussi qu'on pourrait parler de communication, qu'on pourrait utiliser. La fiction a toujours été utilisée finalement pour faire passer des messages, pour faire passer des idées. Donc on peut voir aussi, je suppose, la fiction comme cette membrane, effectivement. Est-ce que tu ne trouves pas que la fantaisie, précisément, ces univers où on rajoute la possibilité du merveilleux, mais aussi la coexistence avec des races, des races très étranges, de dragons, de créatures qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, ou même quand il y a des elfes, ils vivent déjà, ils sont humanoïdes, mais ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. On est un peu comme on est un peu comme des animaux domestiques, nous, les êtres humains, par rapport à eux. Ils s'attachent pas beaucoup, parce que dans un siècle, déjà, on sera plus là, donc pas très intéressant. Donc, ces regards où on présente des sociétés qui sont multiraciales, mais avec des créatures réellement intelligentes, qui ont leur propre culture, qui nous dépassent souvent, qui ont des pouvoirs magiques ou des choses comme ça. Est-ce que c'est pas la fantaisie qui crée aussi une sorte de membrane dans l'imaginaire pour aborder toute une série de questions de diversalité? Oui, tout à fait. Je trouve que la fantaisie est un terrain riche pour pouvoir aborder donc certains thèmes, parce qu'on peut créer tout un univers, des sociétés, des peuples, pour pouvoir finalement faire écho à des sujets et à des thèmes présents dans notre société, pour pouvoir souligner certaines choses, les mettre plus en valeur, les faire ressortir pour que ce soit plus facilement compréhensible, peut-être plus facilement abordable, pour que ce soit plus facile de questionner finalement certaines choses et de réfléchir à certaines questions. Donc, effectivement, donc avec les différentes races en fantaisie, mais même des fois, il y a de la fantaisie un petit peu plus simple pour pouvoir, où c'est simplement des peuples qui peuvent être différents parce que certains peuvent utiliser la magie, d'autres non, des choses comme ça. Et là, on peut essayer il y a beaucoup de textes qui parlent justement donc de xénophobie, de racisme, qui utilisent la fantaisie pour pouvoir réfléchir à ces questions. Donc oui, ça peut être utilisé de cette manière comme membrane de communication. Si je peux me permettre, ça me fait penser aussi, donc nous, la problématique, c'est comment on informe correctement les personnes. Et je pense que, j'avais une idée aussi de travailler avec des gens qui font de la fiction, du narratif, ça pourrait être intéressant aussi pour leur expliquer, faire passer des messages un peu complexes et comment les aborder et leur laisser et puis aborder aussi le droit des participants. Et ça pourrait être intéressant de discuter aussi autour de ça. Je pense que hier, on parlait de contes quand on a commencé à parler, parce que c'est vrai que je parle pour le Sénégal encore une fois, puis pour ce que je connais, la tradition orale est encore très, très présente et très importante. Ouais. J'ai une collègue qui s'appelle Jeanne Gérardi, qui travaille au LSCE, c'est un laboratoire en face du mien, et il collabore au GIEC, donc sur les questions de climat. Et elle est glaciologue, mais maintenant, sa passion depuis plus de 5 ans, c'est qu'elle étudie les récits oraux des sociétés du Groenland, et notamment dans la perspective comment ils mobilisent leur culture orale, leur tradition orale, pour apprivoiser tous les changements qui ont lieu dans cette zone-là par rapport au réchauffement climatique, qui sont à la fois très importants et pas forcément perçus comme chez nous, parce que le fait d'amoindrir le froid, ça peut être... vous le savez, quoi, ça dure longtemps, quoi. C'est bien, hein, le froid à Montréal, moi j'aime bien aussi, mais ça dure longtemps. Ah, donc le fait que ça s'atténue est pas toujours perçu comme une dégradation de la situation. Et puis il y a des animaux chez eux, il y a des poissons qui remontaient pas et qui remontent maintenant jusqu'à chez eux. Ça peut être même un avantage d'une certaine mesure. Mais il y a aussi des choses bizarres avec des ours blancs qui se retrouvent dans le centre-ville et avec lesquels il faut apprendre à cohabiter, et des récits qui autrefois... Enfin, ils avaient toujours des récits par rapport à la cohabitation avec cet animal, mais qui étaient des récits de chasse de 2 générations ou 3 générations avant eux. Et maintenant, ces récits sont réactivés parce que l'ours blanc qu'on voyait plus, on le revoit de nouveau comme un commensal quasiment, comme quelqu'un qui vient manger à table. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a plein de problématiques de nos jours dans le monde en transformation où la réappropriation des imaginaires peut être utile, peut être pertinente.
Bon, alors, d'accord. Et une des questions que je voulais faire intervenir sur... vous allez avoir le droit de parler aussi, je vous promets. Donc, c'est la dernière chose sur laquelle je voulais vous interroger. C'est le rapport au temps. Il me semble que l'une des choses, au rythme, plus exactement, le temps c'est large comme notion, mais quand on change d'endroit dans le monde, il me semble que les types de relations qu'on peut nouer avec les gens, et notamment dans le travail, quand on a quelque chose qu'on veut faire, avec lequel on doit collaborer, et tout, une des variables de réajustement, si on veut que les choses se passent bien, c'est de ne pas venir en prescrivant un agenda ou un rythme abstrait qui est hérité de la culture d'où on vient. C'est de comprendre comment les relations sont tissées, d'avoir une vision un peu écologique dans laquelle se traduise le rythme sur lequel on doit s'ajuster. C'est de s'ajuster, voilà, de s'accorder, d'essayer de trouver sa place dans une sorte d'orchestre. Et je voulais savoir si vous, qui avez toutes voyagé et expérimenté des changements dans vos vies, est-ce que ça vous semble une réalité concrète, ou c'est moi qui, comme d'habitude, délire? Vous avez le droit de dire que je dis n'importe quoi, on est d'accord depuis le début. Je vais faire une tentative de réponse, mais je pense que ma réponse rejoint un peu aussi la question que vous posiez sur les imaginaires. Moi, la question du temps, oui, elle est revenue plusieurs fois du fait que j'ai voyagé, à la découverte d'autres cultures, etc. Mais c'est surtout dans le travail d'autrice que cette question du temps est vraiment arrivée. À savoir quand on veut, dans tout le travail créatif, dans tout le processus créatif qui commence bien avant qu'on commence à écrire le premier mot, qui est déjà à l'état embryonnaire, puis qui se nourrit de tout ce qui est autour de nous. En même temps, dans une société où, à Montréal y compris, où il faut que ça aille plus vite. Or, un livre, en tout cas, ça c'est mon avis personnel, un bon livre, ça met du temps avant de mûrir, on le change, on revient, il se nourrit de nos identités multiples. Donc, comment résister à l'envie, à la tentation d'aller vite, de sortir ce livre qui nous habite, parce que les personnages nous habitent pendant des années, quand on sait qu'il y aurait tellement de choses à dire, à redire, à transformer, à changer. Et en ça rejoint aussi le monde les imaginaires dont on parlait tout à l'heure. Pour écrire La Sarzène, moi, il m'a fallu moins de temps que pour le marabout, mais beaucoup de temps quand même, parce que je voulais aller chercher, convoquer les figures afroféministes dont on parlait un peu tout à l'heure. Et ça, c'est du temps parce que c'est reculer, c'est faire face à toute la partie d'histoire qu'on ne connaît pas ou qui a été effacée, c'est être confronté à ses propres oublis ou à ses propres égarements. Donc ça prend du temps. Et ce temps-là, la maison d'édition ou peu importe ne nous le donne pas tout le temps. Donc parfois, il faut aller le chercher, il faut se battre pour pouvoir l'obtenir. Ma réponse finalement rejoint beaucoup la tienne parce que cette perception, c'est ça, du temps aussi, les différences finalement dans la perception du temps. J'ai beaucoup ressenti dans le rythme plus d'écriture éditoriale par rapport au rythme plus en entreprise. Parce qu'à côté de l'écriture, je travaille aussi en entreprise et j'ai constaté que souvent en entreprise, les choses, on en avait besoin hier. Donc on est tout le temps il faut tout le temps réagir très vite, les choses doivent arriver vite. Alors qu'en écriture, c'est un petit peu plus lent le rythme, en tout cas aussi en maison d'édition. Donc les choses prennent plus de temps à sortir. Il y a plus un temps de réflexion qui est nécessaire. La Semeuse de vent, donc le tome 1 est sorti au Québec l'année dernière. Mais j'ai travaillé sur cette série, donc qui n'est pas encore finie puisqu'il y aura 4 tomes. Depuis, j'ai commencé à vraiment réfléchir à l'histoire 2018-2017, donc ça fait déjà plusieurs années que je travaillais dessus. Donc il y a eu tout ce processus avant de recherche, de réflexion, de planification, même avant de commencer la rédaction même de l'histoire. Et après la rédaction, il y a eu le processus de recherche maison d'édition et ensuite le processus de travail en maison d'édition pour sortir le livre. Donc il y a eu, le processus est plus lent. La vision du temps est plus lente aussi que en entreprise, par exemple, où là c'est beaucoup plus rapide. Alors, moi, plutôt du côté de la recherche, mon ancien travail au niveau de la recherche fondamentale, j'ai eu une différence au niveau de perception du temps, parce que j'étais dans un laboratoire au NIH assez compétitif, donc là, c'était vraiment basé sur la compétition, et c'est Publish, je ne sais pas si vous connaissez Publish of Perish en sciences, donc il fallait produire, on était 14 post-doctorants et un chef, et puis il fallait
il fallait produire beaucoup de données et ça me convenait pas du tout en fait comme situation. Et j'ai travaillé ensuite au Chili parce que j'avais une collaboration. Et là, l'approche du temps était beaucoup plus différente parce que du fait notamment des moyens. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens financiers qu'au NIH. On n'avait pas les mêmes... et le temps aussi de délai, ne serait-ce que de se faire livrer les réactifs qui viennent souvent des États-Unis ou d'Europe. Les personnes qui réparent votre microscope. Donc au NIH, vous appelez la personne et le lendemain, la personne est sur le campus et elle vient vous réparer. Quand vous travaillez au Chili, vous appelez la personne et il vous dit d'accord, je suis régional, donc je travaille sur l'Argentine, l'Uruguay et le Chili, donc je viendrai dans 3 mois. Donc du coup, l'approche au temps est vraiment différente. Et ce que je trouvais par contre plus intéressant, c'est que il y avait besoin d'un peu plus de créativité, de réflexion. C'est-à-dire comme on avait moins de moyens et moins de temps. Après, ça change. Le Chili commence à vraiment, ils produisent vraiment de la science est vraiment intéressante. Et du coup, on était obligé de réfléchir un petit peu plus. Alors que dans une condition où on était dans une pression, il fallait produire. Et des fois, c'était, on réfléchirait un petit peu. Je caractérise un petit peu, mais c'est un peu le ressenti que j'avais eu. Et là, je me suis dit, c'est pas tout à fait pour moi, ce genre d'approche. Et l'autre chose aussi, c'est par contre, quand vous travaillez avec la recherche impliquant la personne humaine, biomédicale, là, vous êtes confrontés, les chercheurs sont confrontés à des acteurs qui sont plus dans la société. Donc, vous allez aller voir dans les comités, vous avez besoin d'avoir des autorisations avec les comités d'éthique, vous avez besoin d'avoir des autorisations d'autres plus administratives, vous avez besoin de recruter les participants. Et là, les chercheurs sont plus dépendants aussi du temps d'autres acteurs. Donc, c'est un autre temps. Voilà, c'est ce que j'ai expérimenté comme différence au niveau du temps. Tu vois, finalement, on a notre mosaïque d'interaction fluide. Et voilà. Je propose maintenant de prendre des questions de la salle. Bonjour à tous, merci. Je voudrais faire un petit témoignage pour avoir l'avis de Mélodie et Ayavi, si c'est possible. Alors le témoignage est le suivant. Donc je travaille dans le domaine de la physiologie animale, dans le domaine agronomique à l'INRAE de Tours. Et il y a quelques années, c'était juste après le Covid, on a eu l'opportunité de monter un programme avec le Burkina Faso. Et c'était un programme qui portait sur l'utilisation potentielle d'une plante sauvage africaine pour ses propriétés anti-androgéniques, puisqu'elle est utilisée de manière empirique dans les élevages africains, aussi en médecine traditionnelle humaine, pour contrôler la fertilité. Et l'idée, c'était d'utiliser cette plante pour l'élevage de porcs. Moi, on m'a demandé d'intervenir dans ce projet en tant que spécialiste de la physiologie de la reproduction. Et assez rapidement, je me suis quand même posé la question, j'ai eu un certain nombre de questionnements éthiques. Donc Fanny sait que je suis membre de l'IRB de l'Institut Pasteur, donc je suis imprégnée par ces concepts-là. Alors les questionnements effectivement que j'ai eus, c'est nous venions avec notre protocole, qu'on imposait finalement à des collaborateurs du Burkina Faso pour une problématique typiquement d'élevage occidental sur une espèce qui n'est même pas intéressante sur le plan de l'alimentation en Afrique, enfin en tout cas au Burkina Faso. Et assez rapidement, je me suis dit, alors les chercheurs du Burkina Faso étaient extrêmement contents de travailler avec nous parce que on amenait de l'argent, on amenait des opportunités de collaboration, c'était stimulant. Donc dans ces questionnements-là, on a décidé de j'ai proposé qu'on fasse appel à des sociologues des sciences pour savoir finalement. Moi, ça me questionnait beaucoup de connaître l'imprégnation de ce passé colonial sur finalement l'acceptation des chercheurs des labos du Burkina Faso de notre protocole et de nos problématiques. En fait, le projet finalement est tombé à l'eau aussi bien sur le plan scientifique que sociologique. Alors, on avait trouvé des interlocuteurs en SHS, donc c'est tombé à l'eau parce que, comme vous le savez, récemment, l'État français a bloqué les conventions et les collaborations avec certains pays d'Afrique, dont le Burkina Faso. Donc, j'aimerais avoir votre avis à la fois sur la démarche qu'on a faite et puis. Donc du coup, on n'a pas pu investiguer les questions qu'on se posait sur ce lien entre finalement la pensée scientifique de ce pays et la pensée scientifique occidentale. Voilà, je voulais avoir votre avis. Merci. Je vais faire une tentative de réponse. Le regard que je peux porter, c'est le regard de Sénégalaise, oui, puis d'autrice, mais
je sais que puis j'invite s'il y a d'autres personnes dans la salle à répondre aussi. Hein, c'est qu'on puisse enrichir la conversation. Mais moi, j'ai quitté le Sénégal il y a 20 ans. Ma réponse va peut-être être longue, mais en tout cas, j'ai quitté le Sénégal il y a 20 ans. Puis je sais qu'il y a 20 ans, on était encore beaucoup dans le questionnement de savoir est-ce que on allait vivre une nouvelle forme de colonisation. Le Sénégal est indépendant depuis 1960. Ou est-ce qu'on allait s'en sortir? Puis 20 ans plus tard, je reviens de Dakar, ça fait quelques jours, 4 jours. Force est de constater que la nouvelle colonisation, on l'a vécue sur le plan économique, sur le plan des capitaux, sur le Orange et Roi à Dakar, etc. Et la critique, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que si on a de la difficulté à mener les infrastructures à bien, à mener, à accomplir ce qu'on doit accomplir, ben, le problème est des deux côtés. Je pense que tant qu'on s'en va vers un peuple, peu importe qui il est, en se disant on vient montrer l'expérience que nous on a, mais sans se poser en guide, à mon avis, on est dans le bon sens. Le problème, il vient à partir du moment où on décide à la place des autres qui sont sur le terrain, ou à partir du moment où on décide que ce qu'on apporte est mieux que ce qui est sur le terrain. Et là, ça devient un problème. Moi, j'aimerais juste parler d'un podcast qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Afrotopique, qui est dirigé par une dame qui s'appelle Marie Emta. J'oublie son nom de famille, je m'excuse. Puis c'est très intéressant parce qu'elle va en Afrique ou pas, mais en tout cas elle interviewe des gens qui sont en rapport avec l'Afrique sur le plan de l'économie, de la santé, de l'agroalimentaire, de l'écologie, et elle repense donc un peu tous les débats qu'on a eus dans les différentes tables rondes avant. Elle repense toutes les questions qui sont en train d'être repensées en Occident du point de vue africain. Donc en interviewant des économistes africains qui ont lu tous les économistes occidentaux, donc ils sont capables de poser un regard à partir de leur savoir. Elle repense l'agroalimentaire, elle repense, quand je dis elle, les gens qu'elle interviewe, et c'est passionnant parce que, comme d'habitude, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont été effacées, qui ont été enlevées et qui sont là, mais auxquelles on n'a pas accès parce que soit parce qu'on ne creuse pas, soit parce qu'on ne laisse pas la possibilité à ces gens-là de s'exprimer. Donc, je vous suggère vivement d'aller voir Afrotopique, puis je pense que vous aurez plus de réponses que moi qui suis dans mon monde un peu utopique et créatif, mais c'est vraiment des économistes, des scientifiques qui se sont posés les questions puis qui tentent d'y répondre. Oui, de mon côté, je n'ai rien à ajouter par rapport à ça, même si la question de la perception des chercheurs... en Martinique, je sais que suite au chlordécone, il y a eu un bris de confiance par rapport aux chercheurs. Donc, je ne sais pas comment cette confiance pourrait être regagnée, mais en tout cas, au niveau de la population, il y a beaucoup de colère et ce bris de confiance par rapport à la recherche et aux chercheurs français, finalement. Donc, voilà. Une autre question? Oui, j'en ai même bien, deux. Enfin, elles seront courtes. Hein. Quelle est la généalogie, dirons-nous, de vos travaux par rapport... Est-ce que vous vous sentez plus proche de la science-fiction blanche, dirons-nous, ou plus proche de tous les mouvements, alors je les ai notés parce qu'évidemment je n'ai pas de mémoire, du tropicalisme brésilien, du panafricanisme, des choses comme ça, ou est-ce que vraiment c'est une hybridation? Enfin, quelle est la relation entre les deux? Et la deuxième question, si ça ne va pas s'éteindre, c'est, on parle de diversité ou de diversel. Je n'ai pas lu vos bouquins, donc je les lirai. Mais la question est de savoir, du coup, est-ce que vous faites aussi de la diversité sociale, ethnique, noire et sociale. Donc les riches, les pauvres versus riches, pauvres, blancs. Merci. Donc, pour répondre à la première question, je me situe plus dans une idée plus hybride par rapport à ça. Donc, l'afrofantasy, je dirais que c'est assez hybride. L'afrofuturisme a toute son histoire, alors que l'afrofantasy, c'est plus libre, beaucoup plus ouvert. Ça laisse la place à plusieurs interprétations, perspectives. Donc, moi, je suis plus dans une idée de questionnement à travers mes œuvres et l'écriture. Donc, c'est à travers l'écriture que je me rends compte aussi de beaucoup de choses auxquelles je pense. J'ai beaucoup de réflexions, beaucoup de questions, finalement, que je pose dans mes textes, auxquelles j'ai pas forcément de réponse. Donc, je suis plus dans cette position-là.
Après, au sujet donc dans la semeuse de vent, il y a des différences au niveau des peuples, il y a des inégalités, il y a des discriminations. Donc oui, je suis dans cette idée-là aussi, parce que finalement, l'un des thèmes de la semeuse de vent, c'est la question de la mémoire et de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que j'associe mon roman à l'afro-fantasy, parce qu'il y a un archipel, parce que la semeuse de vent se déroule dans un univers constitué d'archipels d'îles flottantes, et il y a un archipel en particulier qui est inspiré de la Martinique. C'est pas là où l'histoire se déroule, mais c'est un archipel très important dans l'histoire. Et il y a des discriminations entre les habitants de cet archipel et les autres habitants dans cet univers. Et quelque chose est arrivé à cet archipel dans le passé, et la manière dont c'est raconté, il y a des volontés politiques et un point de vue particulier dans la manière que c'est raconté. Donc effectivement, c'est des questions, c'est une perspective qu'il y a dans mon œuvre. Je vais choisir de répondre à la première question. Donc si j'ai bien compris, si je m'identifie plus vers un genre ou un courant particulier comme le panafricanisme, etc. J'écris simplement, et j'ai beaucoup de mal avec la catégorisation, puis je comprends très bien que c'est plus facile, puis on a tous tendance à catégoriser, puis c'est aussi plus clair. Mais pour l'instant, je me définis beaucoup dans ce que j'écris dans les littératures de l'imaginaire. Puis les littératures de l'imaginaire, c'est très vaste. Tout à l'heure, on parlait du réalisme magique, on a parlé de l'afrofantasy, de l'afrofuturisme. Et s'il est vrai que parfois, je vais aborder des thèmes... tout à l'heure, je parlais de l'afroféminisme. Il n'en demeure pas moins que je ne veux pas ou je ne pense pas être enfermée dans un genre particulier. Surtout que, comme disait Mélodie, quand j'écris... Mon but, c'est pas de me dire, j'aimerais ça être identifié comme panafricaniste ou etc. Mon but, c'est de délivrer ce que j'ai à délivrer, puis après, on verra où ça va s'en aller. Donc, j'ai un peu de mal avec les catégories, mais voilà, imaginaire. Je pense que c'est beaucoup. Imaginaire, voilà. Formidable. Les 2 dernières questions. Bonjour, je me pose la question suivante. Est-ce que les sujets de recherche sont-ils pas dans le même problématique que les titres de musique, où il y a des mainstream en matière de titres? Est-ce qu'il n'y a pas des mainstream en matière de sujets de recherche? Finalement, qui décide des sujets de recherche? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de diversité dans les sujets de recherche? Il n'y a pas certaines minorités qui peuvent aussi soulever des sujets de recherche avec des budgets illimités, comme on peut avoir aussi dans les pays occidentaux, et peut-être qu'on rate des sujets fondamentaux à cause de ça? Alors c'est un vaste problème. Je vais me permettre de faire un début de réponse parce que j'ai travaillé dessus. Il est certain que depuis 30 ans, on est dans une période d'institutionnalisation vers une finalisation de la recherche, et que donc il y a une sélection en amont et il y a une évaluation ex ante des gens qui doivent obtenir les moyens et l'autorisation de travailler sur ce qui va être travaillé. Et il y a des études bibliométriques qui montrent une tendance de fond totalement inverse et beaucoup plus puissante, qui est que les pratiques de recherche et de citation entre chercheurs montrent qu'il y a 30 ans, quand vous étiez dans une discipline, 80% des choses que vous citiez et 80% des choses qui vous citaient, des gens qui vous citaient, étaient de la même discipline ou de la même sous-discipline même. Et de nos jours, c'est tombé à 44%. Donc ça veut dire que l'ouverture à des choses diverses qui viennent de cultures scientifiques différentes, c'est extrêmement développé. Les incitations à l'interdisciplinarité, à la transdisciplinarité, ils sont pour quelque chose, mais c'est corrélé avec un autre facteur qui est que plus les sujets de recherche sont globaux et plus les consortiums sont internationaux et transcontinentaux, plus ce taux d'exogamie, en quelque sorte, augmente aussi. Donc en fait, il y a peut-être partout des modes et des prescriptions sur ce qu'il faut étudier ou pas étudier, mais en revanche, on voit une diversification des alliances et des relations entre les disciplines qui a totalement explosé dans le dernier quart de siècle. Tu veux rajouter ? Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et juste pour donner un exemple, par exemple, si vous faites beaucoup de recherche biomédicale sur une pathologie, de plus en plus, il y a des volets SHS ou anthropologie, comment les gens s'approprient les futurs médicaments, des choses comme ça. Donc vraiment, il y a une interdisciplinarité qui est assez importante à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y a des grands programmes de recherche et il y a des zones certaines pathologies qui n'ont pas forcément, en termes de commercial, éventuellement
Et donc il y a certaines pathologies qui sont pas sous-financées, mais bon, ça c'est pas non plus trop de mon domaine, mais bon, c'est sûr qu'il y a des aires de recherche qui sont beaucoup plus favorisées que d'autres par des grands programmes. Vous vouliez ajouter ? En fait, c'était une question, c'est vraiment intéressant. Ma question, c'était, vous parlez d'interdisciplinarité, et puis c'est parfait, mais moi, ce qui m'interpelle dans la question de monsieur, c'est la représentativité de ces scientifiques. Est-ce que vous avez des scientifiques, puis je dis vous, je n'indexe pas là, mais est-ce qu'il y a des scientifiques qui seraient d'origine africaine, d'origine peu importe, puis qui vont avoir un autre regard, pas tant dans la discipline que dans leur apport, dans leur imaginaire. Puis si je rejoins les pathologies, hier on parlait de drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui touche majoritairement l'Afrique, puis la malaria, une maladie qui touche majoritairement l'Afrique, puis c'est une question. Tu veux porter... c'est vrai que si on prend des concepts du coup d'éthique de la recherche, l'idée c'est quand vous travaillez avec d'autres chercheurs ou dans d'autres pays, l'idée c'est de vraiment de pousser à faire une co-construction de la recherche des problématiques et pas d'arriver en fait avec les problématiques, nos problématiques, arriver dans le pays, dire voilà je vous propose ce projet, il est déjà écrit, vous signez et puis voilà. Donc ça c'est ce que l'éthique de la recherche essaye de promouvoir. Et il y a aussi l'idée aussi d'augmenter les capacités, d'intégrer de plus en plus les auteurs de ces pays-là dans les publications scientifiques à leur juste place. Et en fait, il y a des mouvements qui essayent de favoriser ça, mais c'est pas toujours facile. Ces incitations à l'inclusivité sont plus tournées vers les extrants, vers les gens qui vont bénéficier ou qui sont dans la co-construction. Sur les producteurs, il est certain que l'Afrique reste pas du tout représentée à la hauteur de son importance dans la population et dans la culture mondiale. Il y a ça peut dépendre des disciplines, ce que je dis, mais quand même, quand je parlais il y a d'autres Suds qui sont bien mieux représentés de nos jours dans la recherche et dans les collaborations internationales. L'Afrique reste le parent pauvre, à ma connaissance. Je ne suis pas un expert de bibliométrie, mais j'en connais un peu, et c'est l'image qui en ressort. Je sais pas si une question. Enfin, c'est une question. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir de réponse parce que Diversel, c'est un concept, mais c'est aussi quelque part une ambition et un espoir. D'un autre côté, on est dans un monde qui donne l'impression de se fragmenter, d'exploser. Il y a des régions dans lesquelles nous ne pourrions pas aller, et d'autres voudraient bien venir chez nous, on les en empêche. Est-ce que, de vos points de vue, on peut encore imaginer que ça a un avenir, le Diversel, ou est-ce que c'est déjà mort aujourd'hui et que ça fait partie des nombreuses choses auxquelles on va devoir renoncer ? Moi, je pense que le Diversel est inévitable, d'une certaine manière. Dans la société dans laquelle on évolue actuellement, naturellement, différents pays sont en train de s'élever sur la scène internationale de toutes les manières, et avec ces influences finalement multiples dans le monde, il va y avoir un Diversel qui est inévitable. Donc ces pays vont apporter leur propre perception des choses, imposer aussi leur propre vision de leur culture finalement à l'international. Donc je pense que de toutes les manières, on va arriver soit à un déplacement du pôle qui impose sa perception au monde, soit il va y avoir différents pôles dans le monde qui vont se partager leurs différentes visions et cultures. Juste au point de vue de la santé, il y a aussi... Maintenant, on est au niveau global, en fait, il y a des épidémies, il y a tous ces contextes What else, donc je pense qu'on ne peut pas passer outre, on est obligé de partir, et c'est souhaitable aussi. Je pense qu'on est obligé de partir dans ces directions-là. On a des problématiques qui deviennent globales. Donc, Ce qui est intéressant dans le concept de Diversel, c'est qu'il est fractal, en quelque sorte. C'est-à-dire, il a été élaboré vraiment... Le foyer, ça serait la Martinique. C'est là où... et donc, tu peux avoir une île, une toute petite zone qui est capable d'engendrer une idée aussi puissante et qui ensuite est applicable à toutes les échelles. Et que les gens soient tous unifiés, tous convergents, ou au contraire, on soit dans une période de dislocation, ça change pas, en fait, l'intérêt d'utiliser ce prisme pour aborder chacune des situations. La diversalité va se retrouver dans la relation à toutes les échelles, pas simplement entre les nations, pas simplement entre les continents, mais à l'intérieur de nous, ouais, en fait. Hein. Donc, on est dans ces transactions. C'est juste une façon plus juste de regarder ces problèmes d'identité relationnelle
que justement ces narratifs qui sont soit de l'impérialisme, soit de l'antagonisme. C'est juste une façon plus juste et pour le coup, j'espère aussi que ça porte un espoir qu'en regardant les choses plus justement, on collabore à pacifier, à améliorer, mais ça ne peut pas disparaître par juste une question de rapport de force historique. Ça peut être occulté, ça peut être effacé, comme autant d'identités ont été effacées auparavant. Une dernière question ? Je me propose de finir par une dernière question très terre-à-terre, d'une certaine façon, liée au monde scientifique. Donc, dans le monde scientifique, il y a une langue d'échange qui est l'anglais. On intervient tous en échangeant les uns et les autres en anglais. Et je me demande si c'est pas très normand, si ce n'est normalisant, si ça ne crée pas une normalité et même peut-être sclérosant, et que on manque peut-être de volonté de permettre aux gens de réellement travailler dans leur culture, dans leur langue, et que le fait d'utiliser l'anglais, surtout si on l'utilise pas trop bien comme moi, si ça n'a pas un côté très limitant. Quel est votre sentiment, vous, autrice nord-américaine en quelque sorte, dans un lieu très particulier, hein, le Québec, qui cultive cette relation avec une autre langue, une langue, justement, il y a une problématique coloniale qui est hyper prégnante quand on vit au Québec. Tentative de réponse. Je pense que, si j'ai bien compris la question, moi, la façon dont je l'interprète, autant, oui, parfois l'anglais peut être un frein. Puis là, je m'explique, je suis plus dans la recherche. Hier, on était dans une librairie, puis j'expliquais à quel point il était difficile pour moi, francophone, d'avoir accès à certains textes afroféministes qui sont surtout publiés en anglais. Comment c'était difficile d'y avoir accès au Québec francophone. Et comment parfois c'est traduit d'abord en France. Donc il faut faire venir le livre de France au Québec, alors que c'est des Afro-Américaines qui sont à côté aux États-Unis, mais que c'est difficilement traduit. Mais en même temps, s'il y a une véritable volonté d'aller vers ces identités multiples ou vers ces imaginaires autres, à mon avis, la langue ne peut pas être une barrière. Pour moi, la barrière véritable, c'est de se dire la voix de l'autre est aussi importante que ma voix. Et ça, malheureusement, c'est encore des années, voire peut-être des siècles, je suis peut-être pessimiste, mais de rééducation ou de révision de tout ce qu'on a connu ou de tout ce qu'on nous a appris. La langue, pour moi, de ce point de vue-là, en tout cas, ne peut pas être une barrière. C'est vraiment d'un point de vue individuel et d'un point de vue des systèmes. Si on ne change pas ce qu'on nous apprend à l'école, si on ne change pas le fait que à l'école on nous fait croire que de l'Afrique rien n'est venu, alors que Platon et Cicéron se sont inspirés de l'Afrique, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Quelque chose à ajouter ? Tout a été très bien dit. Moi, j'ajouterais le regard du philosophe de la membrane. C'est que le véritable enjeu, c'est de faire comprendre à quel point la traduction est pas une perte de temps, et que en fait, quand on est dans des collaborations où on est amené à utiliser plusieurs langues, en réalité, on s'enrichit. On ne perd pas du temps, on gagne un temps précisément à bien avoir l'occasion de restituer c'est pas juste un mot pour un mot, c'est de restituer le tissu des relations culturelles aussi qui sont dans certaines langues. Et j'ai l'impression que en fait, on va pouvoir aller de l'avant maintenant, avec tout ce qui a été fait sur l'intelligence artificielle, sur la possibilité, parce que il y a indéniablement en réalité une supériorité des zones où on est obligé de pratiquer plusieurs langues, de l'Europe, de l'Afrique, des zones antiques, par rapport au centre du système où ils parlent qu'une seule langue. Et où, en fait, il y a un caractère parfois provincialiste de certains de nos collègues anglo-saxons, parce qu'ils ne parlent que leur langue et ils attendent que les autres viennent s'adapter et qu'ils puissent d'ailleurs, eux, combattre avec un avantage. Il me semble que maintenant, on est dans des conditions
où on va pouvoir inventer des systèmes de collaboration avec des phénomènes de traduction simultanée ou des choses comme ça, où la capacité à travailler dans sa propre langue et à déléguer ensuite à des interfaces ce travail-là de traduction peut nous aider beaucoup. Ça nous privera du bénéfice de faire ça. Mais il me semble qu'on peut réinventer beaucoup de nos façons de travailler maintenant avec l'intelligence artificielle. Et que, le côté totalitaire d'une seule langue scientifique pour être la langue de travail, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre les concepts et de les adapter, de se couler de force dedans et de ne pas bénéficier des ressources qu'on peut avoir propres à certaines langues, va peut-être s'estomper dans une autre complexité de relations médiée par cette technologie-là. Enfin, voilà. C'était ma proposition de membrane de science-fiction. Et si vous voulez bien, je vous propose de remercier les participantes à cette table ronde.